Passionnés de la mécanique moto, bienvenue sur ma chaîne Orthoméca. Nous allons aujourd'hui aborder un système particulièrement délicat à expliquer, la boîte de vitesse. C'est un système très ingénieux et plutôt que de l'aborder directement en regardant comment elle fonctionne, ce que j'ai fait pour mieux l'appréhender d'ailleurs et qui m'a permis de comprendre le mécanisme, pour cette vidéo, je vais essayer d'être un peu plus académique et de partir de certaines bases, de bases théoriques qui me semblent indispensables pour avoir une bonne compréhension des mécanismes en jeu dans cette boîte de vitesse, de la manière dont elle fonctionne et pour pouvoir raisonner par la suite logiquement et retrouver les différents éléments et comment ils fonctionnent. Alors, dans un premier temps, quel est le rôle de la boîte de vitesse? Le rôle de cette boîte de vitesse, c'est d'adapter le couple et le régime moteur, je dirais en fonction des conditions d'utilisation, grâce à un système d'engrenage. Un engrenage, c'est notamment un système de pignons qui s'engrènent les uns dans les autres. Avant de décortiquer et d'expliquer les composants de cette boîte de vitesse, qui me semble indispensable avant de jouer avec, afin de pouvoir comprendre les mécanismes en jeu à l'intérieur, je pense qu'il faut revenir sur des notions théoriques, notamment sur les systèmes d'engrenage. Donc, en préambule, on va parler théoriquement de ces engrenages et de la manière dont ils fonctionnent. Je vous rappelle que je suis un amateur. Toutes les informations que je vous livre ici sont tirées d'ouvrages que j'ai parcourus ou de sites internet, dont certains sont particulièrement bien conçus. Et donc, je ne suis pas mécanicien. Je n'ai pas eu la chance de bénéficier d'un enseignement par un professeur. Et donc, en parcourant des ouvrages sérieux et en parcourant certains sites internet, dans la mesure de la logique, j'ai essayé de tirer les informations qui me semblaient pertinentes et correctes. Donc j'ai essayé en fait de trier le bon grain de livret. Je resterai donc sur des généralités. Je ne vais pas rentrer dans des considérations d'ingénierie dont je n'ai pas les compétences. Alors, on va partir d'un couple de pignons, donc d'un engrenage composé de deux pignons, puisque c'est là-dessus que se base le fonctionnement de la boîte de vitesse. Bon, on partira sur le fait que les pignons ont tous la même denture, les mêmes dents, c'est-à-dire la même hauteur, le même écart, etc. Car je pense de toute manière que si deux pignons ont des dents d'architecture différentes, ça ne pourra pas fonctionner de manière efficace. Il y aura de l'usure prématurée et de la casse. En tout cas, c'est ma conclusion. Nous allons donc dans un premier temps, comme vous le voyez sur la photo, prendre deux pignons composés chacun de 10 dents. Vous avez un pignon sur la gauche, que l'on appellera le pignon menant, et un pignon sur la droite, que l'on appelle le pignon mené. Le pignon menant, c'est celui qui va transmettre la rotation. Lui, il contient le travail, c'est lui qui est actif dans la rotation, alors que le pignon mené est entraîné par le pignon menant. Donc je répète, le pignon menant est le pignon actif qui produit le travail. Il emmène le pignon mené qui subit la rotation par le mouvement du pignon menant. C'est important. Si le pignon menant tourne dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, le pignon mené tournera dans le sens inverse, quand il y a un engrenage de deux pignons. La situation est différente si vous avez un train de pignons. Mais on s'arrêtera à cette
situation simple. Enfin, pas aussi simple qu'elle n'en a l'air. Comme nous avons deux pignons de même diamètre contenant le même nombre de dents, la vitesse du pignon menant sera identique à la vitesse du pignon mené. Donc il n'y aura pas de différence de vitesse. On est sur ce qu'on appelle un rapport 1-1. Ça semble évident. Si je prends une dent spécifique et que je la suis et que je fais un tour complet, si je prends une autre dent sur le pignon mené et que je fais le même trajet pendant ce temps, eh bien, les deux pignons auront fait un tour complet. Nous allons maintenant prendre un autre cas de figure. Nous allons prendre un petit pignon menant, donc un pignon menant de petit diamètre, mais composé toujours des dents de même architecture que le pignon mené, mais qui lui restera de grand diamètre. Et dans cet exemple, le pignon menant, donc actif, a 5 dents et le pignon mené a 10 dents. Ça veut dire que si vous suivez le pignon menant et que vous faites tourner la roue et que vous revenez au point de départ avec la dent que vous avez choisie, eh bien le pignon mené, comme il contient 2 fois plus de dents, n'aura fait que la moitié du parcours. Et si vous refaites un tour avec le pignon menant, le pignon mené aura complété sa rotation. Donc il faut 2 tours de pignon menant pour 1 tour de pignon mené. Ce qui semble logique. Comment appelle-t-on cet effet en mécanique? C'est ce qu'on appelle de la démultiplication. Donc, on va réduire la vitesse de rotation entre le pignon menant et le pignon mené. Et dans ce cas, comme il y a 2 fois plus de dents sur le pignon mené, eh bien, il mettra 2 fois plus de temps pour parcourir le trajet et donc on aura réduit la vitesse de moitié. Donc je rappelle, ça s'appelle de la démultiplication. C'est important parce que c'est la base de fonctionnement de la boîte de vitesse. Et c'est d'ailleurs ce principe qui permet de démarrer et de vaincre l'inertie de repos de la moto. Nous en rediscuterons ultérieurement. Il y a une autre relation qui est importante dans cette histoire de démultiplication. C'est la relation directe entre le couple et le ratio d'engrenage. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous devez simplement savoir que lorsque nous avons un système de démultiplication, c'est-à-dire un pignon menant de petite taille et un pignon mené de grande taille, nous avons une augmentation du couple. Et ce couple sera très important pour faire démarrer la moto. Puisque lorsque la moto est au repos, vous avez toutes les forces de friction du sol sur la roue, des différents composants mécaniques de la moto, le poids de la moto, le poids du conducteur, et tout ça fait qu'il y a une certaine inertie de repos qu'il va falloir vaincre. Vous savez tous pertinemment que démarrer en quatrième et vous allez caler, comme on dit, alors qu'en première, vous pouvez de manière aisée démarrer. C'est lié à cette notion de couple. Et cette notion de couple est liée également au nombre, je vais dire, d'explosions qui se produisent dans la chambre de combustion. Le nombre d'étincelles, c'est plutôt le terme correct, parce que ce ne sont pas vraiment des explosions. S'il y a une explosion dans le moteur, ce n'est pas bon, ça veut dire qu'il y a trop d'avance ou d'autres problèmes et ça peut détruire le moteur. On dira donc que c'est lié au nombre d'étincelles. Puisque votre petit pignon, il va tourner beaucoup par rapport au grand pignon, vous allez avoir beaucoup d'étincelles au niveau du moteur. Donc beaucoup de mouvements de piston pour un tour de grande roue. Et donc ça va donner du couple. Tout est lié dans la moto. Toute la chaîne est liée. Donc, nous allons maintenant nous engager dans une autre configuration. Je sais que c'est un peu long, mais c'est important. On va imaginer un pignon menant de grande taille et un pignon mené de petite taille. Imaginons un pignon menant de 10 dents
et un pignon mené de 5 dents. Et bien là, on se trouve dans la situation inverse que précédemment. La grande roue va tourner d'un tour, alors que la petite roue va tourner de 2 tours dans ce cas. Donc vous avez une accélération, une rotation plus rapide du pignon mené. Donc dans ce cas, on parle de surmultiplication ou encore d'overdrive. Mais dans ce cas, la relation couple-ratio d'engrenage est inverse. Donc vous avez beaucoup moins de couples. La surmultiplication est actuellement utilisée dans les motos modernes pour les dernières vitesses, et peut-être même seulement la dernière. Et donc cette surmultiplication permet en fait une sorte d'économie du moteur. Elle ne pose pas un problème en termes de couple, car la moto est lancée, elle a une certaine inertie. Et cette inertie, par la vitesse qu'a acquise la moto, permet de se contenter de peu de couples pour pouvoir entretenir ce mouvement de la moto. Il est bien évident que si vous êtes sur l'autoroute à 120 km/h avec en sixième sur un ratio de surmultiplication, vous savez très bien qu'il y a un embouteillage qui se présente au loin, vous ralentissez et à un moment donné, vous sentez bien que la moto, elle commence à avoir difficile. Donc intuitivement, vous allez diminuer de vitesse, vous allez passer en cinquième. Et en cinquième, la moto va repartir, elle va reprendre. Parce qu'en cinquième, il y a plus de couples que sur la surmultipliée. Je pense que là, vous commencez un peu à comprendre les mécanismes, la biomécanique qui est sous-jacente à ce système d'engrenage. Alors, on va encore rester un tout petit peu théorique et dans l'utilité d'une boîte à vitesse qui utilise plusieurs rapports, donc 5 ou 6. Pourquoi utiliser 5 ou 6 rapports? Alors, je n'aborderai pas les boîtes automatiques car c'est un problème bien particulier que je ne connais pas et dont je n'ai absolument pas pris connaissance du sujet. Et donc, je ne l'aborderai absolument pas ici. Je resterai sur une boîte classique. Donc, pourquoi une boîte à 6 vitesses? Pourquoi ne pas se contenter d'un seul ratio de pignons? Eh bien, imaginons que les ingénieurs vont construire une moto avec un seul ratio, donc un engrenage de 2 pignons. Bon, la première chose, vous l'avez appris maintenant, il faut une certaine démultiplication pour vaincre l'inertie de repos, ce que j'appellerais l'inertie de repos. Et pour ça, les ingénieurs, ils vont calculer et ils vont dire, ben voilà, il faut un ratio avec un petit pignon d'autant de dents sur le pignon menant et d'autant de dents sur le pignon mené. Il faut cette situation au minimum avec X dents et ainsi vous allez pouvoir démarrer. Bon, on construit la moto, on met les pignons, tout ça semble bien, on démarre, pas de problème. En fait, le fait d'avoir donc cette situation avec un pignon menant de petite taille à un pignon mené de grande taille permet d'avoir du couple et donc de démarrer la moto. Bon, vous voulez bien sûr aller un peu plus vite, vous accélérez, vous arrivez à 20, 30, 40 km à l'heure. Alors les valeurs que je vais vous donner ici sont tout à fait farfelues. C'est un exemple pour essayer de comprendre le principe. Donc votre moteur il va monter dans les tours puisque vous accélérez. Vous allez monter à 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 tours minute et là vous êtes à 60 km à l'heure par exemple avec une moto qui est en train de vulgairement gueuler dans la rue. Donc voilà, je suis à fond avec ma moto, je suis à 8000 tours par minute, je vais monter sur cette route qui me permet de rouler à 80 et de manière encore une fois tout à fait fictive, j'accélère, le moteur me le permet et j'arrive à 15 000 tours par minute ou 18 000 tours par minute par exemple. Donc mon moteur est à fond à 18 000 tours par minute et je suis à 80. Maintenant je veux prendre l'autoroute. Eh bien l'autoroute, je vais monter à 120 et là je vais me retrouver avec un moteur qui va tourner à 25 000 ou 30 000 ou même plus tours par minute.
C'est bien sûr inenvisageable. Pourquoi? Parce que les moteurs standards ne peuvent pas monter à de tels régimes moteurs. La vitesse va être tellement énorme que vous risquez d'avoir des phénomènes d'emballement des soupapes, des altérations des bielles qui risquent de se déformer sous les contraintes, de se briser, une élimination de la chaleur très difficile puisque la température va monter très très fort avec des frottements énormes. Cette augmentation de température va engendrer des déformations au niveau du piston, au niveau des différents composants, et tout ça ne va pas aller, le moteur va exploser au final. Donc je vais devoir trouver un moyen de pouvoir réduire mon régime moteur tout en pouvant prendre de la vitesse. Et ça, c'est le ratio qui le permet entre les différents pignons de l'engrenage. Donc j'étais sur un ratio de première, et à un moment donné, j'arrive à, allez, imaginons 6000 tours minute, et mon accélération ne peut pas continuer parce que je suis bloqué par les capacités de ma moto. Eh bien, je vais prendre un autre ratio, un autre engrenage, mais avec moins de démultiplication. Donc ça veut dire que le pignon menant sera un peu plus gros que celui de la première, et le pignon mené sera un peu plus petit. Et comme la démultiplication sera moindre, eh bien pour un tour de rotation du pignon menant, je vais en faire beaucoup plus au niveau du pignon mené qu'en première. Et donc ma moto va pouvoir prendre de la vitesse. Et cela pour un régime moteur qui ne sera pas fort différent. De manière évidente et identique, si je continue à accélérer, je vais monter dans les tours et à un moment donné, je vais devoir repasser à un autre ratio en diminuant encore la démultiplication. Et de ratio en ratio, donc de vitesse en vitesse qui sont passées, eh bien je vais prendre de la vitesse au niveau de ma moto et donc cette vitesse va permettre d'être acquise sans se retrouver avec un régime moteur qui soit disproportionné. Bien évidemment, tout cela se paye, et ce qui va se payer, c'est dans les ratios, c'est le couple. Mais quand on est lancé à une vitesse déjà conséquente, l'inertie de la moto par la vitesse qu'elle a acquise permet de diminuer ce couple. Et là, la boucle est bouclée, et vous avez compris le principe général du fonctionnement d'une boîte de vitesse. Alors, tout ceci n'est bien sûr pas scientifique, ce sont des déductions logiques, mais qui me semblent cohérentes par rapport à ce que j'ai lu. Alors sachez que le couple, la puissance, le travail, etc. sont des notions qui sont très mal comprises ou très mal interprétées habituellement. Or, elles s'appliquent à des situations et à des phénomènes mécaniques bien précis. Et là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je risque de vous induire en erreur. Nous allons donc maintenant regarder comment fonctionne cette boîte de vitesse par rapport à ce que j'ai dit et on va essayer de déduire logiquement son mode de fonctionnement. Encore une fois, pour arriver à la compréhension de ce mode de fonctionnement, je ne vais pas partir de cette boîte de vitesse qui tourne et qui est montée en entier. Je vais la démonter, on va regarder les différents composants, essayer de voir comment ils sont formés et puis essayer d'en déduire comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres. Ensuite, on remontera la boîte de vitesse et on la fera fonctionner, on fera passer les vitesses et on essaiera de comprendre exactement comment elle fonctionne pour passer du point mort à la 6e.